pour voter, ils ont voté donc la loi de finances. Évidemment, il faut qu'il y ait un exécutif pour appliquer cette loi de finances. Mais le problème, c'est que il s'avère que ça fait près d'un mois que Monsieur Tebboune est en Allemagne parce qu'il a eu un problème de santé. Il a contracté la Covid-19 et il a fallu qu'il parte à l'étranger, alors même qu'il revendiquait un système de santé des plus performants en Algérie, l'un des plus performants d'Afrique, et il est parti en Allemagne. Et donc, l'exécutif pour mettre en exécution cette loi de finances, c'est le gros point d'interrogation. Une situation économique du pays qui se dégrade de jour en jour, une situation financière, sociale et sanitaire catastrophique. Donc, à ce rythme-là, à ce rythme de dégradation de la situation, je pose la question à notre camarade Ramvan, où va l'Algérie? Comment vois-tu les prochains mois? Bonsoir Malika, je ne sais pas si tu Bonsoir. m'entends. Oui, Bonsoir on t'entend camarade. bien, ça va? Je crois en quelques mots, le camarade Mahdara va résumer ça à travers le tableau qu'il nous a dressé de ce qu'est le budget de l'État et de l'année à venir. En fin de compte, c'est un budget qui part d'une intention d'un régime sécuritaire. Vous avez vu que l'ensemble le plus important des moyens sont accordés à des institutions, d'abord militaires, quand je vois que le chiffre astronomique, dont je ne sais même plus 1204, je n'arrive même plus à le citer, tout en sachant que la plupart de tout ce qu'ils peuvent acquérir comme matériel ou autre chose peut partir en fumée en 5 secondes si on devait avoir affronté des nations dont le potentiel est énorme, tels que les Américains, les Français ou autre chose. Donc, ce qui veut dire, en plus, en dehors du budget sécuritaire, de la police, de la gendarmerie, auquel il y a plus où les moyens sont plus accordés à ce genre de trucs. Et puis le clientélisme, quand vous voyez le budget qui est accordé au ministère, c'est une honte, c'est une honte. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer pratiquement tous ceux qui sont battus pour ces pays comme étant des mercenaires. Malheureusement, c'est une réalité. Les anciens maquisards, dans leur majorité, c'est devenu des corrompus. On en a fait des corrompus, qu'ils le veuillent ou non. Je suis désolé, quand on touche aujourd'hui une pension de 80 000 dinars, alors que celui qui est en activité, un jeune, un enseignant ou un médecin qui a passé pratiquement 30 ans de sa vie à étudier et qui travaille pour 50 000 dinars ou 40 000 dinars ou 50 000 dinars au maximum, c'est une honte. On ne peut pas accepter ce genre de situation aujourd'hui. Donc, l'attitude, nous sommes dans un État qui a opté pour une attitude sécuritaire, une attitude d'un État qui se sert basé sur la rapine, le clientélisme et la corruption. C'est de la corruption. Ça, c'est des chiffres qui le disent. Et Mandar, il a très, très bien résumé à travers ce qu'il nous a apporté comme élément. Maintenant, je reviendrai sur une question sur la vacance du président, pas du pouvoir d'autre chose. Avant de revenir là-dessus, je voudrais revenir aussi sur la situation que notre camarade Mourad a abordée à l'échelle internationale. Il est clair qu'effectivement, qu'il y a recul à tous les niveaux, les PIB, les peuples, d'une façon générale, sont en train de s'appauvrir. Mais il ne faut pas oublier que de par la spéculation, et de par la bourse, l'Amazon, qui est un groupe qui est très puissant, il est en train d'emmagasiner, il a gagné plus de 50% de part de marché. C'est inimaginable. Il s'est enrichi à une puissance exponentielle. Les groupes pharmaceutiques, Pfizer, autre chose, ils ont gagné 15 à 20% au niveau de la bourse. C'est énorme. Ça se chiffre en milliards de dollars. Juste à l'annonce, on ne sait même pas de quoi, effectivement, sur quoi pourraient porter leurs annonces. Parce que jusqu'à présent, ce ne sont que des effets d'annonce. Ils annoncent qu'il y a un vaccin sur lequel pratiquement scientifiquement aucune revue scientifique à ce jour n'a porté un jugement. C'est dramatique pour vous dire comment
des questions qui engagent l'ensemble de l'humanité peuvent être traitées aussi légèrement. Il suffit que d'une annonce médiatique sur laquelle aucune revue scientifique, des scientifiques de façon globale, ne se sont prononcés sur l'efficacité de ce qu'ils annoncent. Mais rien n'empêche, ils ont gagné des parts de marché qui sont énormes et des capitaux par milliards se sont déplacés pour pouvoir se placer sur ce genre d'organismes, de laboratoires, etc., qui vont engranger des milliards et dont on ne sait pas de quoi il en sera fait demain. Il y a aussi des milliards qui n'arrivent pas à trouver de preneurs, de cash, qui font que les États aujourd'hui s'endettent à 0%. Et donc, c'est ça qui fait que le contraste de tout ce système-là, autant nous sommes dans une situation de détresse pour la majorité de la population mondiale qui travaillent, qui produisent, qui sont dans des situations précaires au stade, il y a des artisans, il y a des commerçants, et qui vont laisser énormément de plumes et qui font travailler beaucoup de monde. Donc, ces questions-là, toutes ces contradictions méritent quand même qu'on puisse accorder un peu plus d'importance sur le plan d'analyse pour pouvoir cerner toutes ces contradictions de ce système qui n'a pas d'issue ni à moyen ni à long terme. Maintenant, pour revenir effectivement à la question qui est posée par rapport à l'Algérie, je suis désolé d'avoir pris un peu plus de temps sur ces questions-là qui sont d'une importance importante. Il y a effectivement quel est le rapport par rapport à la situation en Algérie, parce que nous sommes quoi, une quarantaine de millions, nous sommes dépendants de ce marché mondial. Qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on vend et de quoi on vit? Ce sont des questions importantes. Nous sommes un pays exportateur d'hydrocarbures où nos rentes pétrolières, enfin nos rentes de façon générale, sont liées aux hydrocarbures. Aujourd'hui, de par les changements, est-ce qu'on peut appeler ça climatique ou autre chose, la consommation mondiale, le reflux sur le plan la décroissance qui font que nos revenus sont en train, ils s'amenuisent. Et certains prévoient à moyen terme ou à court terme le recours à l'endettement sur le plan international, c'est-à-dire le FMI, etc. Et vous savez, quand on a recours à ce genre d'organisme, c'est des coupes grande échelle. On a eu cette expérience-là dans les années 88 qui nous ont menés vers une guerre civile. D'emblée, qu'on le veuille ou non, indépendamment du contexte politique, ce qui a présidé, on a eu un baril de pétrole à 9-10 dollars qui a plongé le pays dans une crise sur le plan socio-économique qui a tout à fait induit ce qui pouvait s'ensuivre d'une façon ou d'une autre, la révolte de 90, par la suite, tout ce qui a découlé 90 jusqu'en l'an 2000. Donc, nous nous apprêtons à vivre des moments très, très difficiles. Et bien sûr que j'espère que de par l'expérience qu'on a eue, et tout dépend de ceux qui sont impliqués dans cette révolution, que j'espère auront assez de recul et de réflexion pour anticiper et ne pas tomber dans une autre guerre civile qui risque cette fois-ci de peser énormément sur l'avenir de toute une nation d'une façon définitive. Donc, quand on a parlé de la vacance de la présidence qui ne fait pas attention associée à la vacance du pouvoir, deux choses différentes. Je pense qu'il faudra remonter une chose. D'abord, le référendum constitutionnel du 1er novembre 2020. Ce référendum qui a été rejeté de façon massive, catégorique, par l'ensemble du peuple algérien. Et malgré cela, le régime en place a tenté de lui créer une sorte de légitimité en disant que, quand même, ils ont essayé de faire au maximum, mais ils n'ont pu le créditer que de 23% de participation. C'est-à-dire, indirectement, de dire que c'était un échec. Quand un régime qui a toutes les cartes en main dit que ce projet n'a été voté que par 23%,
Et au fond, on sait que selon certaines sources qui ne dépasseraient pas les 8 à 10%, en disant aussi que cette constitution a eu pratiquement 14% de votants oui, ça veut dire 3 millions et 350 000 personnes de citoyens. Cela veut dire que la majorité du peuple algérien a rejeté ce processus constitutionnel. À travers ce rejet, il s'agit d'abord du rejet d'une initiative émanant des régimes et d'un gouvernement qui est illégitime. Les Algériens ont refusé l'autorité de fait et le régime de fait qui a proposé ça. Et deuxièmement, ils ont refusé aussi le contenu de cette constitution et qui ont reconduit les mêmes institutions que nous avons vécues sous le règne de Bouteflika. Et donc, ils se sont dit, écoutez, ces gens-là, non seulement ils nous reproduisent un régime, une constitution ultra-présidentielle qui concentre tous ses pouvoirs entre les mains d'un seul homme, et c'était un cauchemar. C'est-à-dire que, indépendamment, ils étaient là pour nous reproposer ce que nous avons vécu, ce qui nous a conduit vers l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et ce qui a été rejeté de façon catégorique. Mais aussi, ce qui est important, c'est que ce rejet-là et ce processus s'est déroulé en l'absence d'un individu qui était supposé être le président de la République. C'est gravissime, c'est-à-dire qu'on reprend pratiquement, on tombe dans le même schéma, comme celui auquel on a assisté au temps de Bouteflika, qui nous a conduit vers la catastrophe et qui a ouvert la voie à ce processus révolutionnaire globalement. Donc, c'est arrêté, un président n'est pas là, qui est censé en plus promulguer cette constitution 72 heures après son adoption. À ce jour, qui est un délai de 3 mois, enfin, si je repars sur un contexte un peu superficiel, hein, en fait, tout ce qui est. Mais c'est de la législation. Il a encore 3 mois pour promulguer. Donc aujourd'hui, on ne sait pas, est-ce qu'on est sous l'égide d'une ancienne constitution ou est-ce qu'on est passé à une autre? On est dans le flou total. C'est une question qui est très importante dans la mesure où on dit, c'est vrai que ce président-là n'est qu'un individu, mais qui est entre les mains de ceux qui l'ont nommé, de ceux qui l'ont porté au pouvoir, c'est-à-dire l'état-major, mais pas uniquement l'état-major, pas uniquement les militaires. Parce que, attention, nous ne sommes pas dans une dictature militaire où tous les chefs pour faire un peu une analogie par rapport à ce qui s'est passé en Amérique latine, autre chose, où toutes les institutions étaient entre les mains des militaires. Si on peut les comparer en autres, la DERA, le Wali, le préfet, quand on est dans ce système-là, c'est-à-dire il n'y a rien qui échappe à l'institution militaire, ce qui n'est pas forcément notre régime qui est un régime autoritaire où il y a une façade civile et cette façade civile, d'une façon ou d'une autre, elle sert à coordonner tous les acteurs politiques qui sont partie prenante de ce régime. Parce que les militaires, il n'y a pas que les généraux, ce n'est pas vrai. Il y a tous les oligarques, parce qu'en Algérie, pour financer une campagne électorale, on ne va pas dans le trésor public pour prendre de l'argent. Il faut passer par des oligarques qui vous mettent de l'argent à votre disposition. Donc, c'est une partie prenante de ce régime. Il faut passer par toute la clientèle, les anciens moudjahidis, je suis désolé de le dire, dont leur majorité sont des corrompus, et je l'assume. La preuve, vous avez vu le budget qui leur est accordé. Ce sont des relais de la société. Ce Alors, sont les relais. Siraman, je vous entends parler des Moudjahidines, mais ça serait utile de rappeler, et d'ailleurs, il y a un fonctionnaire qui a dénoncé, certains ont acheté des cartes de Moudjahidines parce que ceux qui ont vraiment œuvré à la révolution, malheureusement, ont payé de leur vie. Donc, c'est juste en mémoire aux vrais Moudjahidines qui se sont battus pour Voilà.
Mais bien sûr, Mais bien sûr il que faut le la souligner parce qu'on le technologie. méconnaît. Pour Non, certains, non. ceux Il y qui, a, certains Algériens ou bon, même Français qui écoutent cette émission, cette conférence oui, peuvent, avec tout peuvent le leur respect, préciser et je rends qu'il y même a certains hommage. moudjahidines qui n'ont pas forcément Et agi je pendant rends la même révolution. hommage à un cousin qui n'a jamais accepté de prendre, y compris leur pension. Oui, Il m'a dit à effectivement. Ouais. chaque fois, non, non, je suis désolé de le Mhm. dire, Oui, oui. ils sont pas nombreux. Il me dit à chaque fois que je voudrais éventuellement aller prendre ma main, il se sentait honteux de faire la queue pour pouvoir prendre sa pension avec des gens dont il estimait qu'ils n'avaient rien à voir avec la révolution. Bon, mais tout ça, c'est-à-dire, c'est le clientélisme. Après, Oui. il y a des gens qui se soumettent avec tous les privilèges. Ce n'est pas uniquement propre à l'Algérie, c'est propre à pas mal de pays qui sont alliés. Et vous savez, quand on peut rappeler, vous faites quand même, il y a un truc qui est important, il ne faut pas oublier que la Russie a perdu 20 millions d'hommes morts pendant la Deuxième Guerre mondiale et il y avait des milliers de blessés, y compris des colonels, qui ne touchaient qu'une, et en plus qui étaient sur le terrain. Mais bon, bien sûr que ce régime-là, c'était un régime à travers, à travers sa loi de finances, vous allez comprendre que c'est un régime autoritaire et c'est un régime qui ne peut vivre qu'à travers sa clientèle. Les chiffres ont été cités par Mandalov, je ne reviendrai pas là-dessus, je l'ai dit. Donc, ce qui est important aujourd'hui, pour lier par rapport à la situation dans laquelle on vit, c'est que même si le président n'est pas là, c'est vrai que le pouvoir, mais à un moment ou à un autre, nous retombons dans le cauchemar des années 90. Toutes ces classes sociales, enfin quand je dis classe sociale, c'est-à-dire ceux qui sont infouettés, les militaires, les différents clans, ne peuvent fonctionner ensemble que s'il y a quelqu'un qui doit mettre son nom et le sceau dont il dispose. Donc, à partir du moment où cet individu n'est pas là, ce qui veut dire que toutes les institutions sont à genoux. Même s'il y a tous les généraux, tout ce que vous voulez, comme on dit, mais il faut que ce type-là puisse signer, puisse mettre sa main, puisse mettre son doigt, puisse mettre son cachet. Mais ce type-là n'est pas là. Donc, ce pays-là, il est à genoux en ce moment-là. Et non seulement il est à genoux à travers toutes les institutions qui sont paralysées, tétanisées, et on se greffe, et là-dessus se greffe aussi une situation sur le plan sanitaire qui est encore plus difficile. Que je reviens sur un truc. En ce moment, il y a une polémique qui se dit, bon, c'est des bruits de couloir, mais quand même qui sont très importants. Il y a un premier ministre qui est président qui peut être habilité aujourd'hui à signer une loi dans ce pays ou à prendre une décision. Et le président, quand il est absent, soi-disant, bon, sur le plan légal, hein, si je ne me trompe pas, c'est le président des Sénats qui a 92 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce que peut faire un bonhomme de 92 ans dans une situation d'un pays comme le nôtre qui est confronté à tel? C'est vraiment, c'est de quoi avoir la chair de poule, d'avoir peur pour pouvoir imaginer ce qui peut arriver à un pays comme celui-ci. Quand vous pensez comme ça, quelqu'un de conscient qui est normalement constitué, il se dit comment on peut s'en sortir. C'est vraiment une question très, très délicate. Oui, Et bien sûr, alors justement, Ramvan, bon, certes, le pays est à genoux d'un côté, mais il y a un peuple et finalement, ce peuple, il est merveilleux parce qu'il résiste, oui, il ne fait que justement, je résister. voulais, Et, oui, et donc, on va demander à Abrahim qui va nous faire nous donner des renseignements sur justement l'actualité du peuple algérien qui malheureusement subit l'autorité de ce régime et tous les militants, tous les citoyens algériens qui arrivent à agglomérer autour d'eux, à réunir autour d'eux des citoyens pour revendiquer, eh bien, sont si tu arrêtés, sont permets, détenus. Malika, si tu Oui, permets, je vais te prendre encore 2 minutes oui, pour je répondre sur une question qui est très importante. La gestion de la pandémie. Vous vous rendez compte pourquoi aujourd'hui il y a eu un recul par rapport à ce quand la pandémie est partie, on n'avait même pas ni les traitements en place, ni les moyens de pouvoir faire face à cette situation.
il y avait une autogestion qui s'est mise en place à travers des quartiers, des villages, etc., et qui ont eu des résultats. C'est-à-dire que le peuple, quand il a affaire à une institution, une organisation qui est légitime, il obéit. Il obéit. Et ce qui a fait qu'il y a une affaire, quoi, quand la pandémie, je ne me souviens plus, quand elle a pris cours en février, mars, avril, il y a eu moins de décès, moins de dégâts. Une situation, elle était plus ou moins gérée et la population, il a obéi, comment dirais-je, d'une façon stricte et disciplinée parce qu'elle a été gérée par des comités, par des auto-organisations qui étaient populaires et qui agissaient dans le cadre du peuple, ce qui n'est pas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le ministre ou autre chose, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, personne ne prend, personne ne répond d'une façon objective à ces directives parce qu'ils n'y croient pas, parce que ce sont des institutions illégitimes, parce que ce sont des institutions qui ne sont pas représentatives du peuple et qui font qu'aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent. Et la dernière fois aussi, attention, l'État, aujourd'hui, le régime est impliqué d'une façon il est impliqué dans ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez que le professeur Bouzid, qui est le patron du CPMC d'Alger, qui n'est pas n'importe quelle institution, disons que vous avez organisé des meetings pendant ce référendum, vous avez réuni des milliers de personnes en truc. On sait que quand il y a 1000 personnes qui sont réunies, il y a 10% systématiquement qui sont contaminés. Donc, l'inconscience des tenants de ces régimes qui vont dans la fuite en avant, qui n'ont rien à voir et qui n'ont rien à cirer de ce peuple-là, sont là juste pour la protection de leurs intérêts, du régime, mais malheureusement, de l'autre côté aussi, aujourd'hui, on a tendance à voir la réactivation de ces comités-là d'autogestion, et c'est ça, la sauvegarde de ce pays, en fin de compte, repose sur la sauvegarde, sur l'auto-organisation du peuple et des populations d'Algérie. C'est le seul salut pour l'instant par rapport à cette question. Merci.